rencontrons ce matin Olivier Babot, auteur de La tyrannie du divertissement, paru aux éditions Buchet-Chastel. Bonjour Olivier Babot. Bonjour, merci de votre invitation. Vous êtes professeur, avec grand plaisir, vous êtes professeur d'université, président de l'Institut Sapiens, un laboratoire d'idées qui réfléchit à la place de l'être humain dans le monde technologique qui naît. Et donc vous publiez cet ouvrage, La tyrannie du divertissement. Vous dites que nous n'avons jamais eu autant de temps libre et que nous ne savons pas l'utiliser, nous ne savons plus nous ennuyer comme le préconisait le philosophe Pascal, seul, allongé dans une chambre, alors que nous bénéficions d'un temps qu'on peut qualifier de libre de 10 minutes là ce matin avec vous, que nous avons essayé d'utiliser pleinement et intelligemment, j'espère. À quoi utilisons-nous notre temps, Olivier Babot ? Il y a plein de façons d'utiliser cet incroyable océan de temps libre dont on bénéficie aujourd'hui. Alors, il faut commencer par se rendre compte que nos ancêtres n'avaient pas cette chance. Au 19e siècle, tu travaillais environ 70% de ta vie éveillée. Tu vivais pas très longtemps et surtout, tu travaillais tout le temps. Il y a un moment donné, il y avait même plus de dimanche pour les ouvriers. Ça avait été évidemment extrêmement dur, la révolution industrielle pour les classes laborieuses. Et puis, toute l'histoire du 20e siècle, c'était l'histoire de la chute du temps de travail pour en arriver à une vie où, en même temps d'ailleurs, l'espérance de vie a doublé entre le début du 20e siècle et aujourd'hui. Donc, on vit beaucoup plus longtemps. Aujourd'hui, on peut dire qu'une vie, c'est grosso modo 10, peut-être 15% de notre existence. Ça veut dire qu'on a 85 à 90% de notre existence qui est du loisir. Alors, du loisir, c'est-à-dire du temps arbitrable. Et vous évidemment retraité, il y a plein de choses qui sont des obligations là-dedans, mais c'est du temps arbitrable, du temps à soi qu'on va pouvoir faire. Mais vous dites qu'on est embarrassé de temps oisif à profusion comme ça, 85-90% du temps. Comment est-ce qu'on l'occupe ce temps ? On est embarrassé. On est passé du loisir qui enrichit au loisir qui appauvrit. Oui, d'ailleurs, c'était l'économiste Keynes, dès les années 30, il avait dit qu'on pouvait pas voir arriver sans effroi la civilisation des loisirs, parce qu'il avait compris qu'on allait travailler de moins en moins, mais que cette liberté extraordinaire de faire ce qu'on veut, elle est aussi un cadeau empoisonné, parce que c'est dur de bien occuper ses loisirs. Alors, moi, je dis schématiquement, il y a 3 façons d'occuper ses loisirs. Il y a le loisir hors de soi, c'est le divertissement, c'est-à-dire le loisir passif, le loisir qui vous amoindrit, si vous voulez, qui vous atrophie, qui vous rend moins bien. Il y a le loisir pour soi, c'est-à-dire celui de votre enrichissement, c'est celui évidemment de la culture, du sport, celui où vous allez mieux vous connaître aussi. Et puis le loisir pour les autres, celui où vous allez être en famille, entre amis, avec d'autres êtres humains en groupe. Et être en groupe, c'est une partie de notre vocation puisqu'on est évidemment un animal social, zoon politikon comme le disait Aristote. Vous dites que dans votre ouvrage, l'homme du néolithique a passé 2 millions d'années sans aucun progrès technologique et que nous, depuis 180 ans, un homme qui naît et qui meurt 70 ans après, il n'aura pas connu le même monde. Nous sommes... C'est quand même très frappant. Ouais, nous sommes passés définitivement à une civilisation des loisirs. Oui, alors on est surtout dans une civilisation qui est une sorte d'exponentielle, c'est-à-dire que la vitesse d'évolution, la rapidité est de plus en plus grande. Non seulement ça va vite, mais ça va de plus en plus vite, ça accélère. Et donc, autrefois, nos ancêtres mouraient dans le monde dans lequel leurs arrière-grands-parents étaient nés. Il y avait absolument aucune différence, souvent sur plusieurs siècles, voire des millénaires en fait. Aujourd'hui, il est naturel pour nous, quasiment d'une année à l'autre, de voir le monde se transformer radicalement. Et c'est très frappant de voir que cette évolution technologique, elle change aussi nos pratiques et elle se traduit à la fois par une augmentation, c'est-à-dire toujours l'effet que les technologies ont eu depuis le début de l'humanité, depuis le début d'Homo sapiens sur nous. Ces technologies, elles nous augmentent, elles nous permettent de faire plus de choses, par exemple communiquer comme on le fait là, ou alors voyager sur la mer, ou voyager dans les airs. Et puis elles nous diminuent aussi. Ça a été le cas d'ailleurs de la lance composite. Les paléoanthropologues montrent dès qu'on a eu de la lance composite, c'est-à-dire cet outil pour mieux chasser, on a perdu de la masse musculaire parce que c'était plus la peine de courir aussi vite. Bah oui, la technologie aussi, elle remplace une partie de nos capacités. Maintenant qu'il y a de l'intelligence dans nos machines, enfin l'intelligence au sens anglais du terme, c'est-à-dire de la capacité à traiter les informations, eh bien nous traitons moins
les informations. Il faut toujours faire attention à pas utiliser le terme au sens français d'intelligence, qui lui est beaucoup plus connoté de choses énormes. Mais non, c'est l'intelligence au sens intelligence au sens anglais, juste le traitement de l'information. Et ben ça, du coup, notre cerveau ne le fait plus. Et c'est cette fameuse étude qui avait montré que la taille de l'hippocampe chez les conducteurs de taxi à Londres avait diminué depuis qu'ils utilisaient le GPS, puisque c'est là qu'ils toquent la mémoire spatiale. Est-ce que les annonces du président Emmanuel Macron sur la réflexion concernant les écrans vont dans le bon sens, selon vous ? Oui, c'est une prise de conscience, moi, que j'appelais de mes voeux. D'ailleurs, très modestement, j'avais aussi été d'ailleurs à l'Élysée pour en parler. On avait été nombreux à alerter. Il y a de plus en plus de gens qui alertent sur l'effet des écrans, c'est-à-dire que tout ce temps qui est donné, en particulier pour les enfants, puisque finalement l'éducation, c'est du temps de ce qu'on appelle la scolaire, c'est-à-dire du loisir studieux, du temps pour soi, de ce temps qui est censé te développer. C'est malheureusement souvent un temps qui va t'atrophier aussi, parce que les écrans peuvent t'ouvrir sur le monde, mais ça peut aussi être un écran au monde et atrophier en quelque sorte ton cerveau. Donc, il faut faire très attention, non seulement pour les adultes, mais aussi pour les enfants, parce que c'est à ce moment-là de développement qu'ils sont les plus, disons, soumis aux risques d'écran qui vont au contraire les diminuer. Et donc, il faut faire quelque chose. Il faut que les parents aient une vraie prise de conscience sur l'effet sur le développement du cerveau de leurs enfants de ces écrans, afin qu'ils évitent les dérives. Oui. Une question d'Eva. Bonjour Olivier Babot, merci d'être avec nous sur Radio J. Vous parlez des écrans et effectivement des conséquences néfastes que ça a. Mais partons du principe que c'est peut-être inéluctable. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt se concentrer sur la façon dont on les utilise plutôt que de dire qu'il faudrait les utiliser moins ? Vous avez tout à fait raison. En plus, le vrai drame, c'est qu'on ne peut pas accuser le médium, c'est-à-dire on peut pas dire les écrans sont mauvais en eux-mêmes. En réalité, les écrans, c'est extraordinaire. C'est vraiment, je disais, une fenêtre sur le monde qui peut vous permettre de tout apprendre. Sur certains sites sur Internet, donc je citerai pas de marque, mais vous allez pouvoir tout apprendre. L'astrophysique, les mathématiques, c'est vraiment de la même façon que d'ailleurs la télévision a été pour beaucoup de gens une fenêtre sur le monde extraordinaire dont ils ne bénéficiaient pas avant. Et on disait la même chose. On disait la même chose sur la télévision aussi. C'est pour ça que je vous pose la question. Oui, alors la télévision, il faut reconnaître qu'elle peut être la meilleure des choses, mais malheureusement, elle est parfois utilisée un petit peu trop. Et justement, elle n'a à ce moment-là plus une ouverture sur le monde. Elle est un mode d'enfermement. Donc toute la difficulté, c'est qu'il ne faut pas bannir les écrans. Il faut développer un savoir-faire pour bien les utiliser. Et ça, c'est pas facile parce que ces technologies, comme toujours, ne sont pas livrées avec un mode d'emploi. Il faut qu'on l'élabore, en particulier dans l'éducation de nos enfants, pour arriver à les conduire à la bonne vitesse, au bon rythme et sur les bons sites pour l'utilisation de ces écrans, pour que eux-mêmes en fassent un outil d'émancipation et pas d'aliénation pour eux. Alors, cher Olivier Babot, il nous reste une dernière question. Hannah Arendt a parlé de crise de la culture, Guy Debord de société du spectacle. Vous parlez de tyrannie du divertissement. Est-ce que les médias dont nous faisons partie sont devenus le dernier lieu de l'émotion et de spectacle? Est-ce que ça a un lien avec cette tyrannie du toujours plus spectaculaire dans l'émotion, donc du divertissement, donc de temps de cerveau disponible, dont parlait Patrick Lelay, le PDG de TF1? Et oui, les Homo sapiens que nous sommes adorons la narration, les histoires, les émotions, les spectacles. On a envie de s'identifier, donc on continuera toujours à écouter des histoires. Si on peut avoir peur de la tyrannie, c'est bien la tyrannie parce que le divertissement il est normal. C'est normal de temps en temps d'être un peu passif, peut-être de zapper dans son canapé. Le problème de la tyrannie, c'est quand vous avez des modèles économiques, c'est-à-dire des plateformes dont le métier va être la captation de votre attention. Et comme dit Reed Hastings, le fondateur de Netflix, notre seul concurrent, c'est le sommeil. Et quand vous avez des médias extrêmement puissants, le risque justement c'est qu'ils absorbent tous vos loisirs et qu'ils nous laissent plus de place pour les loisirs qui nous construisent. Reconquérir notre temps est notre principal défi. On trouve le reste dans La tyrannie du divertissement, paru chez Buchet-Chastel. Merci Olivier Babot d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Radio J, le